À Vimy, le sol garde le silence et le poids de 3598 morts canadiens. Hey, salut tout le monde! Salut Kiwi! Salut Marie! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on vous emmène sur un site historique qui est vraiment unique. On est à Vimy, en France, sur le sol canadien. Mais attention, ce n'est pas un territoire canadien à proprement dit. La France a accordé en 1922 la licence perpétuelle de ce terrain au Canada, en guise de reconnaissance pour les sacrifices des soldats canadiens pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est ici, sur cette crête justement, que s'est forgée l'identité du Canada. Donc, on est toujours en France, mais c'est un peu comme chez nous. Est-ce qu'il y a un resto? Je mangerais bien une poutine. Voyons, Kiwi, je ne pense pas que tu vas trouver une poutine ici. Et de toute façon, nous sommes pas n'importe où. Tu es sur l'un des lieux les plus sacrés de l'histoire canadienne. Kiwi, au début du 20e siècle, le Canada ne peut malheureusement pas mener sa propre politique étrangère. Alors, lorsque le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne en 1914, le Canada entre automatiquement en guerre, car il est encore un dominion de l'Empire britannique. Le Canada doit contribuer à l'effort impérial et le gouvernement canadien ne fait pas les choses à moitié. Il fournira des hommes, de la logistique et de l'argent. Le Canada n'y va pas de main morte. Il fournira plus de 620 000 hommes pour l'effort de guerre entre 1914 et 1918. C'est presque 8 de la population d'est en ouest du Canada. Ça en faisait beaucoup de monde à nourrir, ça, sur le champ de bataille. J'espère que le Canada fournit des wagons pleins de biscuits secs. Tu penses toujours juste à ton bedon. Pourquoi Vimy? C'est pas très invitant. Il fait froid, il pleut, il neige, il y a plein de boue. Il ne pouvait pas aller faire la guerre sur le bord de la mer. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux gagner tes galons, tu dois aller là où ça fait mal. Et tu as raison. Vimy n'a pas été la meilleure des places pour faire la guerre. On est dans le nord de la France. Donc, en avril, il fait froid, il pleut, il neige et par-dessus tout, en face, tu as un ennemi puissant qui connaît très bien le terrain et qui t'envoie des bombes tous les jours. Ouais. De toute façon, je pense pas qu'il y a une bonne place pour faire la guerre. Tu as tout à fait raison. Viens, maman va te raconter comment les Canadiens sont arrivés ici. Kiwi, comme papa disait, les Allemands connaissaient très bien Vimy, car depuis 1914, ils s'étaient solidement retranchés sur cette crête. Ils s'y avaient creusé des abris profonds, installé des fusils mitrailleurs, posé des barbelés. Ils avaient transformé cette crête en vraie forteresse. Dès 1915, les Français et les Britanniques tentent de prendre la crête de Vimy, mais les deux nations échouent à tour de rôle. Résultat, des milliers de morts et une impasse sanglante. Ils avaient devant eux un bastion allemand pratiquement imprenable. Mais avant d'être ici à Vimy, ils étaient où, les Canadiens? Est-ce qu'ils faisaient la guerre? Oh que oui, car les Canadiens étaient engagés à Courcelette, la Somme et à la crête de Thiepval, en France. Et ils ont fait honneur à la patrie, car ils ont eu de grands succès. Les Canadiens avaient gagné une solide réputation d'être organisés, audacieux et efficaces. Des vrais guerriers, les Canadiens? Oui, c'est exactement ça. Des petits gars solides qui en avaient dans le ventre. Et comme les 4 divisions canadiennes étaient regroupées dans la région, le haut commandement britannique a dit qu'il serait peut-être temps de faire confiance aux Canadiens. Si eux n'y arrivent pas, personne ne le fera. Ah ben là, faut le faire. Être choisi pour une mission suicide et réussir, c'est tout à leur honneur. Des vrais héros. Oh oui, Kiwi! Tout le monde peut être très fier de nos petits gars. Kiwi, ici, on est dans le No Man's Land. Le No Man's Land, qu'est-ce que c'est exactement? C'est là où personne ne voulait se retrouver. Parce que du côté droit, nous avons les tranchées allemandes et du côté gauche, nous avons les tranchées canadiennes. Donc, c'est un endroit où il y avait le plus de morts. Mais avant d'arriver au 9 avril 1917, il y a dû y avoir toute une préparation des Canadiens. Et cette préparation a été dirigée par le général Julian Byng, un Britannique très respecté. Mais c'est son chef d'état-major, le Canadien Arthur Currie, qui orchestre toute la stratégie. Le colonel Currie deviendra plus tard le premier Canadien à commander l'armée canadienne au complet. Vimy devient un symbole fort pour le Canada, car il ne combat plus seulement comme un soutien de la Grande-Bretagne, il agit comme une armée à part entière. Ils sont plus de 15 000 Canadiens autour de Vimy, venant de toutes les provinces.
Parmi eux, on retrouvait le 22e bataillon canadien-français, devenu beaucoup plus tard le Royal 22e Régiment, les Princess Patricias Canadian Light Infantry, le PPCLI, formé en 1914 à Ottawa, le Black Watch, le Royal Island Regiment, basé à Montréal, le Royal Canadian Regiment, fondé dès 1883, et les Canadian Mountain Rifles, d'anciens cavaliers de l'Ouest transformés malheureusement en soldats de tranchée. Un mélange de tradition, d'identité, mais unis pour la même cause. Un vrai patchwork de bottes sales et de bravoure. Kiwi, ici nous sommes dans les souterrains. Et c'est exactement ça aujourd'hui, c'est que le Canada. Un mélange de régiments, de bataillons et de diversité. Mais la responsabilité de l'état-major était vraiment grande ici à Vimy. Mais pour réussir leur mission, le haut commandement canadien a dû innover et user de stratégies. Des cartes en relief, des entraînements sur réplique grandeur nature, du repérage aérien et la construction des tranchées. Sans oublier le creusement de tunnels et de passages souterrains. Tout ça minuté, répété et coordonné. Wow! C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Oui, tout à fait. Et surtout, les Canadiens ont utilisé une technique encore peu courante, le barrage roulant. L'artillerie bombarde juste devant l'avancée des troupes, protégeant ainsi leur progression. Vraiment pas bête, cette technique. J'imagine que cela a dû sauver beaucoup de vies. Mais avant la bataille, comment vivaient les soldats dans les tranchées? Kiwi, on entre dans le vif du sujet. Et là, je parle autant pour les soldats alliés que pour les soldats allemands. Parce que ce qu'ont vécu les soldats dans les tranchées, c'était brutal, violent et inhumain. Ils vivaient avec la peur au ventre, tous les jours. Et pas juste à cause du jour de l'assaut, mais parce qu'il y avait des obus qui te tombaient sur la tête tous les jours. Et quand ça tombe et que ça explose, tu ramasses tes copains à la petite cuillère. Mais pour revenir à ce qu'ont vécu nos soldats, la vie dans les tranchées a été une guerre de nerfs. Car les soldats ne sortaient pas tous les jours pour attaquer. Et non, c'était trop coûteux en vie humaine. Alors, on planifiait, on attendait. Mais pendant qu'on attendait, on survivait comme on pouvait. Donc, il fallait travailler. Travailler dans les tranchées tout en recevant des bombes sur la tête? Oh, c'est vraiment fou, ça! Eh oui. Oui, bien sûr, quand les obus tombaient, tu te mettais à l'abri où tu pouvais. Mais après, tu reprenais le travail. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Le travail dans les tranchées, c'était creuser, réparer, patrouiller, transporter des caisses, évacuer les blessés, enterrer les morts. Corvée, corvée et encore des corvées. Réparer ce que l'ennemi venait juste de détruire. C'est un éternel recommencement, ça. C'est le jour de la marmotte. Combien de temps les soldats devaient rester dans les tranchées ou au front? Puis en plus, pourquoi qu'on appelle ça le front? On dit le front parce que c'est la ligne où les armées se font face. C'est là où se déroulent les combats. Quand on dit qu'on est au front, c'est parce que c'est là où ça frappe le plus fort. Ce qu'on appelle, autrement dit, le no man's land. Et pour répondre à ta question, Kiwi, il y avait plusieurs lignes de combat. Première ligne, deuxième ligne et le repos. Enfin, repos, c'est un grand mot. La première ligne ou la ligne du front, les soldats passaient de 4 à 6 jours. Parfois un peu plus, mais jamais un peu moins. La tête enfoncée dans la boue, les nerfs à vif, dans l'attente du coup de sifflet pour aller combattre. Car le sifflet, c'était le signal pour traverser la tranchée et aller se battre. OK, la première ligne, c'est la boue et les bombes. Mais la deuxième ligne, ils faisaient quoi, les soldats? Est-ce qu'ils jouaient aux cartes? Pas vraiment, Kiwi. En deuxième ligne, on est toujours sur ses gardes.
car on est toujours à portée des canons allemands. Les gars travaillaient comme en première ligne. Ils transportaient des munitions, ils réparaient les lignes téléphoniques, ils faisaient des patrouilles de nuit, et surtout, ils étaient sur leur garde. Parce que le front peut revenir très vite. En résumé, il y a moins de boue, mais il n'y a pas moins de trouille, par exemple. Et enfin, si tu avais de la chance, tu avais droit à 6 à 10 jours à l'arrière. Dormir un peu, manger chaud. Et on recommençait encore et encore. Oh, moi je vous le dis, la boue, c'est pas un terrain de jeu. Et j'ai même vu des photos de gros rats, aussi gros que des dragons. Oui, les rats, les poules, la crasse, les pieds qui pourrissent dans les bottes, des hommes qui dorment à même le sol, dans des trous trempés, infestés de bestioles et de rats. Des gars qui restent des semaines sans pouvoir se laver. Et malgré tout ça, chaque soldat doit être prêt en tout temps. Parce que demain, ou dans une heure, on va dire « Allez, c'est à vous !» par-dessus le parapet. Et là, tu cours dans la boue, sous les balles, et tu pries. Oui, c'était ça la guerre des tranchées. C'est pas des héros dans les uniformes propres. C'était des gars sales, gelés, brisés, qui tenaient, malgré tout, pour sauvegarder notre liberté. Ils ont fait comment, nos soldats, pour prendre la crête si les Allemands l'avaient si bien protégée? Écoute bien, Kiwi. Le 9 avril 1917, à 5h30 du matin, l'artillerie canadienne ouvre le feu. L'objectif, reprendre la crête de Vimy détenue par les Allemands depuis 1914. Donc, un déluge d'obus tombe sur les tranchées allemandes. Et dans cette fumée et cette boue, plus de 15 000 soldats canadiens sortent des tranchées. Ils avancent derrière le barrage roulant, une pluie d'obus parfaitement synchronisée. Les premières, deuxième et troisième divisions progressent vite. Mais plus au nord, la quatrième se heurte à une résistance féroce, autour d'un sommet qu'on appelle The Pimple. Les combats continuent les 10 et 11 avril. On nettoie les tranchées, on repousse les contre-attaques, on consolide les positions. Et le 12 avril, la dernière ligne allemande tombe. Victoire complète. Oui, c'est une victoire complète. Mais à quel prix? « 3 598 Canadiens tués, 7 000 blessés. Des jeunes fauchés pour quelques centaines de mètres gagnés. » Ouais, cette victoire a vraiment un goût amer. Kiwi, pour ce sacrifice, en 1922, la France fait un geste exceptionnel envers le Canada. Elle cède officiellement 100 hectares de terrain à perpétuité pour y construire un mémorial. Ce terrain est considéré comme un sol canadien. Le mémorial, inauguré en 1936, a été dessiné par l'architecte canadien Walter Alward. Les deux grandes colonnes que tu vois représentent les deux nations, le Canada et la France, unis dans la douleur. Et tout autour du monument, ils sont gravés dans la pierre les noms de 11 285 soldats canadiens disparus. Kiwi, aujourd'hui, Vimy est plus qu'un lieu de mémoire. C'est un lieu de transmission de valeurs. Chaque visiteur, qu'il soit français, anglais, belge, canadien, comprend le prix de la victoire et le prix de la paix. Et pour le Canada, Vimy marque le début d'une autonomie réelle. Ce n'est pas par hasard si, après la guerre, le Canada signe son propre traité de paix à Versailles en 1919. Ils sont passés des bottes dans la boue aux signatures de traité. Ça coûte cher devenir un pays adulte. À Vimy, le Canada est né dans le feu et dans la boue. Verdun, Ypres, La Somme, Passchendaele, autant de noms qui résonnent comme des blessures ouvertes. Mais Vimy, c'est aussi une lumière, une leçon. Une leçon de courage, d'unité et de mémoire. N'oublions jamais que la paix se gagne, mais ne se conserve que dans la mémoire. Je veux pas oublier, moi. Oh non, même si c'est pas drôle, même si c'est dur. Je veux pas oublier. Merci d'avoir été avec nous pour cette vadrouille historique, ici à Vimy. Et cliquez sur la cloche pour garder la mémoire vivante. Si vous
avez aimé, abonnez-vous à Histoire à plumes. Et suivez-nous à Découvert.